Aujourd'hui, vous sortez un film qui porte sur Laurent Gbagbo. Oui. Vous êtes la réalisatrice d'un film sur Laurent Gbagbo, Un homme, une vision. Tout à fait, Un homme, une vision, sur le parcours de l'homme politique Laurent Gbagbo, pas sur le président, mais sur le parcours d'un homme. Donc c'est un film qui part depuis ses années collège jusqu'à maintenant, donc évidemment qui inclut quand il est devenu président, mais c'est vraiment un parcours. Vous disiez que ce n'est pas sur le président, mais il se trouve qu'il est président et qu'on est en pleine période de campagne électorale. Voilà. Pourquoi sortir le film maintenant et pas avant? Le film, on ne l'a pas fait pour la campagne. Il n'est pas à un but électoraliste. À la base, c'est un film qui retrace le parcours d'un homme que, a priori, rien ne prédestinait à ces fonctions-là, à occuper ces fonctions de par sa naissance, de par l'environnement, la configuration même. Quand on se souvient que la Côte d'Ivoire était pendant plus de 40 ans sous le régime du parti unique, il n'était pas possible que qu'un homme comme ça devienne chef d'État. Mais ce qu'on a voulu retracer ici, c'est la détermination, c'est le rêve que fait un enfant. Ce rêve est nourri par la combativité d'un père, c'est-à-dire lui son père, et puis donc qui se bat et qui se forge un destin et qui arrive au sommet de l'État. Je trouvais que là il y avait matière à montrer pour les jeunes générations, il y avait matière à voir, à enseigner. Donc c'est un film qui doit être perçu comme un document historique. Et pédagogique donc. Et pédagogique donc, qui n'est pas un film pour faire la campagne de Laurent Gbagbo. Nulle part dans le film on nous dit c'est le meilleur des candidats. Non, parce que quand on a commencé le film, il n'y avait pas de date d'élection. Et comment justement est né ce projet-là? Comment vous vient l'idée de faire un film sur Laurent Gbagbo? Mais d'abord, le personnage Laurent Gbagbo, le personnage m'intéressait en tant que observateur, citoyen de ma société, de ma communauté. Ça m'intéressait, la façon dont il a mené sa vie, la façon dont il mène sa vie. Et puis, mais je suis loin, j'étais très loin du milieu politique. Et c'est en 2002, quand il était déjà chef de l'État depuis 2000, depuis 2 ans donc, quand on lui fait cette guerre. Oui. Donc c'est d'abord un sentiment d'injustice. Quand le pays est divisé en deux. Voilà. C'est un sentiment d'injustice qui me pousse, moi, mais comme plein de millions d'Ivoiriens, à dire non, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir lutté pendant plus de 30 ans, arriver au pouvoir et qu'on te fasse ça. Donc c'est d'abord ça. Donc là, à partir de là, j'ai creusé, j'ai voulu savoir pourquoi. Qui était vraiment ce personnage, puisque j'étais loin de la politique, donc je ne connaissais pas l'aspect, la facette politique de l'homme. Donc j'ai creusé et ça m'a intéressé. Mais je n'avais évidemment pas les moyens de Naturellement, réaliser. c'est à cela que j'allais en venir. Entre le projet de film et sa concrétisation, sa sortie en salle, comme c'est le cas maintenant, il y a un gap qui est financier d'abord. Tout à fait. Et ça, c'est la rencontre d'un homme. C'est-à-dire que les gens qui croient disent toujours que Dieu entend toujours nos prières. J'avais envie de ça. Et peut-être que Dieu a mis sur mon chemin quelqu'un, un monsieur, un Africain, qui n'est même pas un Ivoirien, qui vient de la Mauritanie, qui vit au Sénégal, et qui lui aussi avait connu Laurent Gbagbo de loin, depuis 1988, il m'a dit, depuis qu'il était rentré d'exil, qu'il intriguait, qu'il voulait voir, c'était qui ce personnage, et qui a suivi, est-ce qu'il allait finalement se laisser avoir, rentrer dans le gouvernement, rentrer dans le moule, comme beaucoup de gens en Afrique. Et puis non, et qu'il a retrouvé en 2000 chef d'État. Donc là aussi, ça lui a fait un déclic et il avait envie de raconter ce parcours-là. Donc nous nous sommes rencontrés tout à fait par hasard, mais est-ce que le hasard existe vraiment? Sur ce projet, il m'a fait confiance et il a décidé de m'en confier la réalisation. Voilà. Très bien. Et maintenant, parlons de vous. Vous avez un très joli prénom que très peu connaissent probablement, puisqu'on a retenu surtout les noms, c'est Brigitte. Oui. Je m'appelle à l'état civil Annie, de mon nom de famille. Chélé, c'est mon prénom africain. Brigitte, c'est mon prénom chrétien. Brigitte, parce que mon père était un grand admirateur de Brigitte Bardot. Donc quand je suis née, il m'a nommé, il a décidé de m'appeler Brigitte. Et puis plus tard, Henri Duparc
qui était mon autre père, a décidé que comme actrice de cinéma, ça faisait trop long. Annie Tchélé, Brigitte, donc on a zappé Brigitte et on a gardé Annie Tchélé. Plus tard, quand je me suis mariée, donc Etibou est arrivé, donc je suis Annie Tchélé, épouse Etibou. Très bien. Et maintenant, est-ce que c'est cela qui vous a déterminé à faire du cinéma? Vous avez commencé comme comédienne, puis comme actrice. Oui. Est-ce que c'est ce prénom qui vous a prédestiné en quelque sorte? Je ne sais pas. Peut-être que les prénoms ont... Des gens disent que... Oui, il y a des gens qui disent que les prénoms ont une influence sur les enfants, sur leur avenir, peut-être. Je ne sais pas. Mais en tout cas, au départ, je n'ai jamais rêvé d'être actrice. Ce n'était pas mon rêve. Hein. Moi, je voulais être danseuse, chorégraphe. Et donc, j'ai étudié pour ça. Je suis à la base danseuse et chorégraphe. Et donc, j'ai étudié à l'Institut national des arts d'Abidjan pour ça. En 1983 Et ensuite, en 1985, je suis allée à Londres, à la Margaret Morris Movement Dance School, pour passer mon diplôme de chorégraphe. Et donc, c'est pendant que j'étais à l'école ici à Abidjan qu'on nous a fait appel. Des gens sont venus dans notre école, ils ont dit qu'ils avaient besoin de jeunes filles pour un film. Et puis bon, on a fait un casting. Et j'ai été retenue pour le film de Nyambala. Et au moment de tourner, ma mère a dit « Ah non, on attend si c'est les vacances scolaires, parce qu'il n'est pas question de laisser les études pour aller faire du cinéma. » Donc au départ, c'est pas une envie de me montrer ou d'être actrice. Non, non, j'ai jamais... Et puis vous avez votre film aussi, un film qui a été primé au FESPACO, Sida dans la Cité. Tout à fait. Alors quand j'ai décidé de ne plus jouer comme actrice, en tout cas de mettre une petite pause dans ma carrière d'actrice, donc, c'est parce qu'il y a des... Je suis intéressée par des cas sociaux, par des problèmes sociaux. Et le sida est un problème qui me préoccupait, moi. Et donc, j'ai décidé, avec une ONG américaine qui m'avait fait appel, j'ai apporté ce projet-là qu'ils ont accepté de financer. C'est devenu Sida dans la Cité 1. On l'a présenté au FESPACO, il a été primé. Et suite à ça, l'Union européenne s'y est intéressée et on a fait la deuxième partie. Et voilà, c'est comme ça que Sida dans la Cité est venu. D'accord. Vous dites quelque part que c'est le Burkina et notamment le FESPACO qui vous ont fait. Tout à fait. Cinématographiquement, tout à fait. C'est le Burkina Faso qui m'a fait complètement. Je suis allée à mon premier FESPACO en 1987. Et là, j'ai rencontré deux monuments. Il s'agissait de Djibril Diop Mambéty et Sambène Ousmane. Sambène Ousmane a dit, paix à son âme, ça c'est l'avenir du cinéma. Qu'est-ce qu'elle est radieuse. Mais moi j'arrivais là pour découvrir. Le cinéma, c'est pas... Et puis c'est pendant ce FESPACO-là que Henri Duparc aussi m'a proposé le rôle de Balpoussière. Donc le FESPACO et le Burkina Faso ont été vraiment, sont toujours... occupe toujours une place spéciale dans mon cœur. Le Burkina Faso et les Burkinabés, c'est ma famille, c'est des gens qui m'ont fait. Voilà, sans eux, je n'aurais pas fait de cinéma, c'est clair. Et aujourd'hui, vous êtes directrice d'un festival international du court-métrage à Abidjan. Oui. Est-ce que c'est une façon de renvoyer l'ascenseur à la jeune génération, à la génération qui vient après vous? Tout à fait, mais en plus, je peux dire que le FICA, ce festival, à sa naissance, a reçu l'onction du FESPACO. On est allé le présenter au FESPACO à Ouaga et ils ont dit oui, nous on est d'accord, donc vous faites les années paires, nous on fait les années impaires. Donc toujours je reviens au Burkina Faso, mais c'est une façon, ce festival de court-métrage, effectivement de permettre aux jeunes qui ont envie de faire ce métier merveilleux de cinéma, d'y croire, de montrer leurs œuvres, de confronter leur création à celle d'autres horizons et puis d'y aller. La prochaine édition, c'est quand? La prochaine édition, maintenant, ça va être en 2011 parce que le FICA devient annuel, une édition nationale qui va consister en une caravane qui va sillonner plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Et puis l'édition internationale, c'est toujours les années paires, donc en 2012. Et quels sont les prochains projets puisque vous n'arrêtez pas avec les projets? Eh bien, les prochains projets, mais écoutez, nous préparons un long métrage qui est inspiré, un long métrage de fiction qui est inspiré de la crise que nous avons vécue en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je crois que ça c'est notre prochain projet, mais on a beaucoup de projets et puis tant qu'on vit, on doit travailler. Absolument. De quoi est-ce que vous seriez le plus fier? Mais ce dont je suis fière, moi, c'est d'être une Africaine d'aujourd'hui
qui vit sur son continent et qui fait des choses sur son continent. Et puis, je suis fière de travailler, de faire de ma passion, qui est le cinéma, d'en faire mon métier. Ça, c'est, je veux dire, on peut ne pas gagner de l'argent, c'est pas grave. Mais je suis une passionnée du cinéma et de pouvoir travailler dans l'image, dans la communication, je trouve ça absolument merveilleux. Et ça me réjouit fort et j'en suis fière. S'il fallait maintenant se mettre dans la perspective, puisque vous faites une émission sur la paix, oui. De ces assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui sont tenues à Abidjan, oui. Tout le monde demande que la balle revienne au pays et la condition, vous l'avez entendu de la bouche du président de la Banque, c'est qu'il faut que la paix revienne. Oui. Vous vous sentez actrice de la paix, mais est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce processus-là? Je suis très optimiste. Je suis très optimiste pour la Côte d'Ivoire, pour que la paix revienne. Et je crois qu'on va y arriver. On ne peut pas faire autrement que d'arriver à la paix. En tout cas, d'organiser des élections crédibles et que le prochain président qui en sortira, que tout le monde soit d'accord. Et parce que nous aussi, les Africains, il faut qu'on apprenne à se soumettre, à dire oui, là j'ai perdu, là j'ai gagné. Il faut qu'on apprenne à mettre en valeur nos propres institutions. Voilà, donc je pense que les élections vont avoir lieu, je ne sais pas quand, mais elles vont avoir lieu parce qu'il ne peut pas, ça ne peut pas être autrement. Et puis je crois en la paix parce que les Ivoiriens veulent la paix et les amis de la Côte d'Ivoire veulent la paix. Donc j'y crois. Et certains disaient même que la Côte d'Ivoire, qui était la locomotive de la croissance en Afrique de l'Ouest, quand ça allait mal chez elle, quand ça va mal chez elle, ça va mal forcément chez les voisins également. Oui, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que même, oui, elle est la locomotive de la sous-région, parce que même on s'est rendu compte que même dans la guerre, même pendant les années de crise, la Côte d'Ivoire est restée la locomotive. Mais c'est bien, c'est ça, c'est Dieu qui permet ça. Mais quand Dieu vous met au-dessus, c'est pour pouvoir tirer les autres. Et ça, c'est la mission de la Côte d'Ivoire aussi. Ce n'est pas de vivre sur elle seule et pour elle seule. C'est de tirer les autres vers le haut et que tout le monde s'en sorte. Et pour qui vous voteriez aujourd'hui si les élections se tenaient? Pour qui je voterais? Pour un candidat qui aurait le souci des Ivoiriens, qui aurait le souci aussi de la culture. D'habitude, la culture est toujours au dernier plan. Moi, je voterais pour un candidat qui donnerait la pleine place à la culture, au cinéma notamment, mais qui aurait vraiment le souci de sa population, voilà, qui se soucierait de comment les gens vivent, quels sont leurs besoins, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'il faut pour que les richesses soient bien distribuées à tout le monde. Moi, oui, un candidat comme ça, ça m'intéresserait, mais pour le moment, je ne sais pas pour qui je voterai. Et au-delà de l'aspect culturel, dans votre émission, vous donnez la parole à plusieurs Ivoiriens, aux Ivoiriens de tous les bords oui. et de tous les quatre coins du pays. Qu'est-ce qu'ils réclament aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent faire entendre aux hommes politiques? Ce qu'ils ont envie de faire entendre, c'est qu'ils ont soif de paix, qu'ils en ont marre de cette situation de ni paix ni guerre. On avance, on fait un pas en avant, deux pas en arrière, on stagne sur place. Les Ivoiriens veulent la paix. Les Ivoiriens veulent que les politiciens prennent leurs responsabilités vis-à-vis des populations et qu'on nous sorte des discours. Parce que entre, oui, on veut aller aux élections et la réalité, il y a un gap. Donc les Ivoiriens veulent que les politiciens leur tiennent le langage de la vérité et que les politiciens aillent directement, résolument à des élections pour que chacun s'en sorte et qu'on sache qui est qui fait quoi, et que la population sache où elle va et qu'elle sorte enfin de l'incertitude. C'est ça que les Ivoiriens veulent aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous également d'avoir regardé cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.